et Jean-Sébastien avec nous pendant cette semaine. Ravi de vous revoir. Ramayad a fait un retour surprise dans la vie publique ces derniers jours en accordant un grand entretien à l'Express. Alors, elle a beaucoup surpris, effectivement, puisque l'ancienne secrétaire d'État plaide pour la reconnaissance, notamment du privilège blanc. On commence déjà par ça. On va analyser, décortiquer. C'est assez surprenant parce que c'est un enfant de la République. Mon premier réflexe était de me dire Ramaki. Rama quoi? Ah, Ramayad, oui, Ramayad, la théoricienne brillante, la philosophe subtile, l'intellectuelle de référence qui nous permet toujours d'éclairer les mécanismes de l'ambition sociale parce qu'elle les incarne de manière caricaturale. Samedi dernier, dans mon émission sur CNews, il faut en parler, j'ai eu l'occasion de me pencher justement sur les mécanismes sociologiques et psychologiques qui permettent d'expliquer une conversion du sarkozysme au wokisme. Et j'expliquais assez simplement, finalement, Madame cherchait les vents qui peuvent porter son ambition. En 2007, en France, c'était en embrassant la cause de Nicolas Sarkozy. Et en 2021, aux États-Unis, c'est en embrassant le discours woke. De ce point de vue, il faut comprendre cette conversion comme un plan de carrière, le wokisme comme plan de carrière. Mais aujourd'hui, je crois nécessaire de revenir sur le cœur de son propos pour chercher à décrypter le sens de ces nombreuses affirmations. Alors justement, quelles sont ces affirmations ? Alors la première, on l'a évoquée, c'est cette idée que lorsqu'elle lorsqu'elle passe devant la statue de Colbert, eh bien, elle ressent une microagression. Alors qu'est-ce que ce concept de microagression? Ça consiste à nous dire Marc Menon est mort de rire. Personnes issues des minorités, la présence dans l'espace public de symboles culturels qui rappelleraient la situation de domination dont elles seraient victimes serait une microagression régulière. Donc la présence de ce simple symbole, la statue de Colbert, la heurterait psychologiquement et réactiverait d'une manière ou de l'autre, ça vient avec la théorie de la microagression, réactiverait des traumatismes identitaires qui reconduiraient la situation de subordination, de déclassement symbolique, pratique et économique des dominés. Ce qui est particulier, si je peux me permettre, c'est que Mme Yad, est-ce qu'on en sait lorsqu'elle faisait de la politique ici, lorsqu'elle était en politique, acceptait d'évoluer dans cet environnement sans s'en plaindre exagérément. La figure de Colbert, jusqu'alors, ne semblait pas provoquer chez elle ce traumatisme majeur. Mais aussi, et plusieurs l'ont souligné, il vaut la peine de le rappeler, Mme Yad évolue aujourd'hui à Washington. À Washington, on est au courant que Washington avait quand même des esclaves, il faut le rappeler. Bon, ça faisait partie de l'époque. George Washington. George Washington, bien sûr, le premier président des États-Unis. Est-ce qu'elle va demander à son pays d'accueil temporaire de changer le nom de la capitale? Pourquoi pas? Washington, c'est une micro-macro-agression à temps plein. Alors là, il va falloir quand même demander à Mme Yad jusqu'où a-t-elle des revendications pour modifier le paysage symbolique des pays où elle s'installe. Il faut ajouter, soit dit en passant, sur la question de l'esclavage, mais j'y reviendrai, que l'esclavage, hélas, c'est un phénomène universel dans l'histoire de l'humanité et l'honneur de notre civilisation, c'est pas la seule heureusement, c'est de l'avoir aboli, d'en avoir fini avec cette horreur. Et de ce point de vue, l'histoire de la France est assez exemplaire, faut-il le rappeler. Mais revenons donc sur les différentes affirmations. Il y a... elle nous dit non seulement que c'est une microagression, mais elle nous parle de la question des statuts. Qu'est-ce qu'on fait avec les autres statuts? Et là, elle nous explique que finalement, les déboulonneurs de statuts, elle n'a pas vraiment de problème avec ça. Ceux qui s'en prennent aux statuts, ou les nouveaux iconoclastes en quelque sorte. Parce qu'en fait, ils porteraient la parole des dominés. Et la véritable cancel culture, la véritable culture de l'annulation, elle se trouverait chez ceux qui veulent maintenir debout ces statuts parce qu'ils reconduiraient une histoire mensongère qui étoufferait la vérité historique. Donc c'est comme une forme d'inversion des termes. Si vous voulez vraiment lutter contre la cancel culture, faites tomber les statuts. C'est original comme idée. Je peux me permettre de vous taquiner avant la prochaine question? Si vous étiez noir, un descendant d'esclaves, ce qui n'est pas le cas de Ramayad, ce qui est le cas des Antilles, par exemple. Est-ce que vous ne vous sentiriez pas micro-agressé? Je vous taquine un peu, devant une statue de Colbert qui, à la fois, a fait beaucoup pour la République. On en a beaucoup parlé avec Marc Menon qui me toise. Et pour la couronne, bien sûr. Et en même temps, qui a créé ce code noir, même si on avait raconté, on avait expliqué comment le code noir améliorait à l'époque le cas des esclaves. Permettez-moi de vous répondre. Je suis québécois. Et au Canada, au Québec en particulier, à Montréal, on a une statue de John A. Macdonald, qui est le fondateur du Canada. John A. Macdonald a persécuté, dans l'Ouest canadien, les francophones et les métis. Les métis, c'était ceux qui étaient issus du croisement entre les Français et les Amérindiens. Il les a persécutés. Il les a persécutés violemment. C'était un anti-francophone notoire, John A. Macdonald. Il y a sa statue à Montréal.
je n'ai aucune sympathie pour ce personnage historique. Je le conspue. Jamais je n'ai eu l'idée de demander qu'on retire sa statue, et plus encore, lorsque certains ont voulu la déboulonner à Montréal, je me suis opposé à eux en disant que cette statue, qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle d'un homme que j'admire, on va quand même pas se mettre à enlever tout ce que je n'aime pas de l'espace public d'une manière ou de l'autre. C'est une manière comme une autre de répondre à votre question. Monsieur a réponse à tout. À presque tout. Alors, on continue avec les propos de Ramayad, puisqu'elle affirme également que le racisme anti-blanc n'existe pas. Ah, ça, c'est magnifique. Ça, franchement, il faut le faire. Alors, comment en arrive-t-elle à cette conclusion ubuesque? En s'appropriant les définitions du racisme aujourd'hui à la mode chez les idéologues d'extrême gauche, pour nous dire que le racisme, et là je vais la citer, en fait c'est encore mieux si on cite dans ce cas-là, il ne s'agit pas de nier quand certaines personnes disent qu'ils se font traiter de sales blancs dans certains quartiers, mais je suis désolé de vous dire que ce n'est pas cela le racisme anti-blanc. Ah mais c'est formidable, sale blanc, crève sale blanc, je te déteste, nous détestons tous les blancs. Ce n'est pas du racisme. Ah ben c'est très bien, il fallait nous l'apprendre, j'ai compris. Alors qu'est-ce qu'elle nous explique? Elle nous explique que le racisme est en fait un système de pouvoir de domination. Et là, elle nous tricote une définition du racisme, une espèce de montage théorique qui rend impossible théoriquement et logiquement le racisme anti-blanc. C'est une mauvaise blague. Et elle s'appuie plus encore, ça c'est quand même bien, sur Éric Fassin et plus encore sur Ibram X. Kendi pour tenir ce propos. Ibram X. Kendi, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un des principaux idéologues racialistes américains, un idéologue d'extrême gauche, qui explique que le véritable danger raciste aujourd'hui, ce n'est pas avec un mouvement, par exemple, comme les mouvements de alt-right ou les mouvements comme le Ku Klux Klan, et ainsi de suite. Non, c'est l'universalisme. Parce que l'universalisme maquillerait derrière un discours universel les intérêts structurels d'une majorité blanche et de la suprématie blanche. Vous voulez lutter contre le racisme? Attaquez l'universalisme. Telles sont les références de Ramayad. Toutefois, le privilège blanc existe. Selon Ramayad, c'est là on aimerait comprendre. Ah oui, alors là, le privilège blanc existe. Alors, la notion de privilège blanc est assez fascinante parce qu'à ce qu'on en sait dans nos sociétés, on trouve des blancs, des noirs, des gens, prenez les couleurs que vous voulez, dans toutes les classes sociales d'une manière ou de l'autre. Mais prenons au sérieux sa théorie. Une théorie, et elle nous explique le privilège blanc. Moi, je déteste les classifications raciales pour les sociétés. Je considère que c'est fondamentalement régressif et en plus, ça empêche de comprendre l'histoire des peuples et des civilisations. Mais si on veut utiliser sa théorie, doit-on considérer dès lors qu'il y a un privilège noir en Afrique et un privilège asiatique en Asie et un privilège... Et là, vous voyez la suite. Alors, moi, j'aime pas les catégorisations raciales, mais si elle veut à tout prix penser en termes raciaux, historiquement, l'Europe est plutôt blanche, disons ça comme ça. Alors la notion de privilège blanc, ça consiste à quoi finalement? Ça consiste à transformer, à utiliser des catégories qui nous viennent de la sociologie américaine et de la sociologie la plus militante pour faire le procès non pas des peuples européens, des défauts de leur histoire et ainsi de suite, mais c'est un procès ontologique. C'est-à-dire fondamentalement, vous êtes coupable parce que vous êtes blanc, et parce que vous êtes blanc, vous êtes coupable. On connaît ça par cœur, et à travers ça, il y a une manière d'abolir la question des classes sociales qui est autrement plus importante. À ce qu'on en sait aujourd'hui, on peut trouver des gens qui sont tout à fait blancs, mais qui manifestement sont dans une situation sociale désavantageuse. On peut trouver aussi des gens qui sont au sommet de la société, qui tirent avantage de la société, et qui sont noirs. Par exemple, on pourrait les appeler Ramayad. Alors, de ce point de vue, le classement ethno-racial pour comprendre les sociétés est la meilleure manière de ne pas les comprendre, mais elle importe ce concept des États-Unis et cherche encore une fois à faire le procès du pays qui l'a fait ministre. On continue. Oui. Privilège blanc, racisme anti-blanc, mais aussi elle s'est exprimée sur le féminisme. Ah oui, sur le mouvement MeToo et compagnie. Elle nous explique qu'en matière de MeToo, soit les femmes doivent être d'accord avec ce mouvement, mais elles ne peuvent pas le critiquer parce qu'elles empêcheraient le mouvement d'avancer. Alors, on dit même pas s'y opposer frontalement pour de bon, ce qui est par ailleurs possible intellectuellement. Non, elle dit le critiquer, non, c'est faire obstacle. Donc finalement, on est d'accord avec Ramayad, ou à tout le moins avec les mouvements dont elle se réclame, ou alors on est condamné au silence parce que cette voie serait contre le sens du progrès, serait contre le sens de l'émancipation. On voit ici que Mme Miad, en la matière, n'a pas une psychologie particulièrement démocratique. Alors, dernière question. Qu'est-ce que vous retenez de cet entretien, finalement?
que ce discours ne transpire pas la gratitude, disons ça comme ça. Voilà le discours d'une femme qui était placée au premier rang dans son pays et qui aujourd'hui se retourne contre lui avec une forme de ressentiment hargneux en empruntant tout un discours théorique à l'américaine qui sert dans le fait de reconduire le procès américain de la France. Premier élément. Deuxième élément qui est peut-être le plus important, Ramayad a emprunté ce discours aux États-Unis pour se hisser en société. Je le disais plus tôt, c'est le réflexe de l'opportuniste qui comprend la carte victimaire. On la joue et on a une promotion sociale. Et ça fonctionne aux États-Unis. Mais en France, qui est un pays qui fonctionne selon d'autres codes culturels, d'autres codes symboliques, d'autres codes mentaux, d'autres codes sociologiques, ce discours racialiste, ce discours woke, eh bien, fondamentalement, il suscite une critique vive dans l'ensemble des courants de la classe politique. Donc, Mme Yad, qui est une ambitieuse, il n'y a pas le moindre doute, a peut-être mal joué ses cartes sur le coup. Donc, dans les circonstances, si elle revient en France et veut faire de la politique à nouveau, j'ai bien l'impression qu'elle aboutira soit comme une des porte-paroles de la France insoumise, soit comme la porte-parole de Sandrine Rousseau en 2027 pour la prochaine présidentielle. Elle s'y trouvera à l'aise. On va faire un petit tour de table, juste avant une petite dernière question. Est-ce que, peut-être que vous pourrez répondre aussi, vous dites par exemple qu'elle reproduit un petit peu le système américain. Est-ce que ce n'est pas un peu le même système qu'on pourrait analyser, qui se trouve dans les, on va dire, républiques abandonnées, dans les quartiers, on va dire, abandonnés de la République, où on a la France qui accueille, si vous permettez l'expression, entre guillemets, ouvre les bras grands ouverts pour des immigrés, qui après s'installent, sont heureux, sont satisfaits d'être accueillis et ensuite se retournent contre la France. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ce n'est pas exactement le même système d'être accueilli et ensuite de rejeter la personne, le pays qui vous accueille, sans pour autant aller chercher aux États-Unis? Alors, je crois que dans son cas, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire, il faut, je crois, l'élément central, j'y reviens parce que c'est fondamental, c'est l'arrivisme. Et l'arrivisme, ça consiste à être capable de trouver chaque fois le discours le plus adapté pour accélérer l'ascenseur social et se retrouver au poste de commande de la bourgeoisie et de ceux qui veulent y adhérer. Bon, alors ça, il fut un temps où justement c'était magnifique. Pour être capable de rejoindre le sommet de la société française, c'était d'aimer la France, d'embrasser son histoire, d'embrasser sa culture, de chanter la France. Mais aux États-Unis, ce sont d'autres codes. C'est en portant l'étendard minoritaire, en battant pavillon woke, en se présentant soi-même comme, et plus encore, si je peux me permettre, être d'une victime de la France. Parce que les États-Unis aiment accueillir des personnes issues du mouvement indigéniste dans les décoloniaux comme des réfugiés de la diversité aux États-Unis, qui serait le paradis de l'accueil de la diversité. Alors elle a bien compris qu'en jouant cette carte de « je suis une réfugiée de la diversité, j'arrive aux États-Unis, enfin on me reconnaît tel que je suis », ce discours lui permet d'avoir une position sociale avantageuse. Alors, de ce point de vue, pour moi, je ne prête pas une profondeur philosophique exagérée à Mme Yad, mais je lui prête un véritable génie de l'arrivisme, et sur ce coup-là, franchement, 100%, c'est réussi aux États-Unis. Dimitri, ensuite on fait un tour de table.